7 milliards de voisins, on est ensemble. Bienvenue si vous nous rejoignez, deuxième partie de l'émission. Nous débattons chez 7 milliards de voisins sur RFI d'un sujet éducation comme chaque vendredi. Quelle place pour les nouvelles technologies afin d'améliorer la qualité de l'éducation en Afrique? Autour de la table, Jean-Claude Balmès de l'Agence française pour le développement, Karim Si qui développe des solutions informatiques au sein de Jocolabs, Pierre Carpentier qui est un financeur. On va y revenir, mais tout de suite nous sommes en ligne avec le ministre délégué en charge de l'alphabétisation au Burkina Faso. Bonjour Zakaria Tiemtoré. Bonjour madame. Alors vous n'êtes pas à Ouagadougou, vous êtes à Cuba en ce moment. J'aimerais que vous nous expliquiez, puisque vous êtes en charge de l'alphabétisation, donc de tout ce qui est éducation non formelle, comment vous avez été amené, vous en tant que ministre, à vous intéresser aux nouvelles technologies pour améliorer l'éducation dans votre pays, le Burkina Faso? Avant d'être ministre, je m'intéressais déjà à ces questions. Les technologies de l'information et de la communication sont pour nous un moyen de transformer qualitativement le dispositif de formation. D'une part, en facilitant l'accès à l'information, mais également en apportant au plan pédagogique de la richesse, naturellement quand on sait s'en servir. Alors décrivez-nous un peu ces outils, qu'utilisez-vous et pour faire quoi? Nous avons depuis quelques mois tenté l'expérimentation de tableaux numériques interactifs en milieu rural avec des femmes, des hommes qui ne savaient jusque-là ni lire ni écrire. Nous avons expérimenté un logiciel d'apprentissage de la lecture en langue nationale mourée. Nous avons couplé ce logiciel au dispositif tableau numérique interactif pour l'écriture. Et en quelques mois, ces personnes, hommes et femmes, ont pu apprendre à lire et à écrire. Là où on avait besoin habituellement de 600 heures, nous sommes parvenus en l'espace de 70 heures à apporter des compétences de base en écriture et en lecture. Il me semble que ça fonctionnait parce que il y avait un intérêt particulier pour les apprenants. Il y a l'attrait technologique, c'est vrai, mais il y avait aussi la ressource. Si on n'avait pas ce logiciel d'apprentissage de la lecture, je crois qu'on n'y serait pas parvenu. Et vous aviez le sentiment que ces adultes qui ont appris donc beaucoup plus vite à lire et à écrire étaient aussi plus motivés du fait d'avoir ces tableaux interactifs qui pourtant étaient des objets pas du tout proches de leur quotidien? C'est une certitude. Sur le terrain, lors de mes visites, j'ai reçu des témoignages allant dans ce sens. Des personnes qui n'auraient peut-être pas fréquenté ces centres d'alphabétisation, mais qui ont accepté parce que c'était pour eux attractif et se sont mis dans une démarche d'apprentissage. Et alors aujourd'hui, combien d'adultes ont été alphabétisés grâce à ces tableaux numériques interactifs au Burkina Faso? Alors pour l'instant, il s'agit d'une première expérimentation. Nous avons qu'une soixantaine de centres équipés et les centres accueillent en moyenne entre 30 et 45 personnes. Donc il s'agit juste pour l'instant de regarder comment ça fonctionne et de montrer surtout l'intérêt qu'il y a à étendre, à généraliser. Alors vous êtes un ministre tout à fait convaincu, mais est-ce qu'il y a au Burkina Faso des gens qui n'y croient pas? Naturellement, et ça fait partie des difficultés. Vous savez, quand vous avez affaire à un objet technologique que vous n'êtes pas encore approprié, vous avez déjà peur de l'objet et vous vous dites que ça n'est pas une priorité. Donc on doit faire face à ces résistances, mais qu'à cela ne tienne, dès l'instant que ça marche, que ces objets peuvent être utilisés pour apporter des solutions concrètes à des problèmes vécus au quotidien, eh bien je suis persuadé qu'avec le temps, on va avoir une adhésion massive. Alors vous avez prononcé le mot priorité, Zakaria Tiemtoré, qui est ministre délégué en charge de l'alphabétisation au Burkina Faso. À l'échelle du continent, quand on voit que les États dépensent plus de 18% en moyenne de leur budget pour l'éducation, contre 15% dans le reste du monde, comment est-ce que vous pouvez financer ces innovations technologiques? Aujourd'hui, nous essayons déjà sur nos ressources propres
de faire les premiers pas. Naturellement, nous sommes à la recherche de partenaires, de personnes convaincues qu'avec les objets technologiques, on peut apporter des solutions concrètes à certaines difficultés et qu'on ait toujours à l'esprit que l'éducation est un droit et que c'est pas dans ce domaine qu'il faut aller chercher un bénéfice. D'accord, qu'il faut couvrir les charges, mais si on est de plus en plus nombreux à penser qu'avec une éducation de qualité apportée à tous, nous allons régler de nombreux problèmes dans ces pays, eh bien, après, c'est plus facile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est autour de 17%, mais si on peut faire encore plus, ce serait très bien. Merci beaucoup en tout cas pour cette expérience intéressante. Je rappelle que vous êtes Zakaria Thiemtore, le ministre délégué en charge de l'alphabétisation au Burkina Faso. Qui veut réagir autour de la table? Jean-Claude Balmès. Voilà, là on a un exemple concret pour des populations qui ne sont pas familières de tous ces nouveaux outils technologiques. Le tableau blanc interactif est un magnifique instrument. La difficulté, ce serait bien que le ministre éventuellement commande ce point-là, c'est de le déployer dans le monde rural, qui est un monde sans ressources énergétiques, sans électricité, donc c'est toujours un peu compliqué. Oui, c'est ça marche pas partout. Voilà, exact, ça marche pas, c'est difficile. Potentiellement, ça peut marcher partout si on déploie les moyens, mais les moyens sont quand même assez coûteux. Donc il y a d'autres hypothèses, et le ministre peut-être pourrait d'ailleurs en parler au Burkina Faso. Il a d'autres projets en matière de téléphonie mobile, de radio, de télévision. Ça, on pourrait pour imaginer la même chose. Il n'y a pas qu'un outil, il y a plusieurs outils. Alphabétiser des adultes avec, par exemple, les tablettes tactiles comme celles que vous avez devant vous sur la table. Oui, mais aussi avec d'autres moyens classiques comme la télévision, avec du télétexte. Il y a plein de choses qui sont possibles avec des médias de masse qui sont beaucoup moins coûteux. Alors quand même, quand on voit dans les villes africaines où il y a quand même encore de grosses limitations d'énergie, d'électricité, de coûts aussi pour les urbains pour avoir accès à Internet, etc. On se demande, mais est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs en allant dans des zones rurales, former des adultes ou des enseignants ou apprendre à lire, à écrire, tout ça avec des tableaux blancs interactifs ou des tablettes? Karim Sy, comment vous voyez les choses? Moi, je pense qu'il faut une rupture, en fait. Et on a souvent une logique qui est très centralisée. C'est peut-être très jacobin et très français. Mais il faut voir qu'en fait, Internet et la culture Web 2 qui est en train de gagner le monde est une culture décentralisée. Et même pour la distribution de l'énergie, aujourd'hui, on peut très bien y penser. Je veux dire, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'énergie fossile, c'est fini. Donc, est-ce qu'il faut penser à avoir des grosses centrales qui distribuent via un réseau, ou il faut justement avoir de la production décentralisée avec des réseaux intelligents? Par exemple, des petites unités solaires installées dans des dispositifs et un dispositif intelligent qui répartit l'énergie selon les besoins. Et on voit qu'Internet, quand on parle de consommateur, c'est-à-dire on est aussi bien consommateur qu'acteur, on voit qu'on rentre dans quelque chose de différent. Même logique au niveau de l'éducation. Donc dès le moment où on n'est pas forcément dans Internet aussi, on a du contenu, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est déjà structuré, qui peut être porté. On a un jeune au Mali qui a inventé un système de Wikipédia offline. Donc on n'est pas sur Internet, mais on a accès à du contenu pour faire du Wikipédia. Il suffit d'apporter le contenu sur une clé USB, sur quelque chose en fait qui sait le supporter, et de le distribuer au niveau local. Donc on est dans d'autres logiques, plus décentralisées, logique de rupture en fait. Nous allons y revenir justement maintenant. On va aborder la partie financement, puisque tout le monde sait que les budgets de l'éducation sur le continent africain pour la formation ne sont pas extensibles. Et là maintenant, toutes ces nouvelles technologies, il faut se demander comment on serait capable de les financer. 7 milliards de voisins, on est ensemble. Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins sur RFI. Pierre Carpentier, vous êtes justement un financeur, vous appartenez à un fonds d'investissement qui s'appelle Investisseurs et partenaires. Voilà, qui fait donc de l'investissement pour des projets sociaux sur le continent africain. Alors vous nous le disiez en première partie d'émission, vous financez pour le moment essentiellement des projets destinés à l'amélioration de la santé sur le continent africain, parce que sur l'éducation c'est un petit peu plus compliqué, mais vous êtes en train là de vous pencher sur des projets qui sont destinés à de la formation
formation continue? Oui, c'est ça. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est vrai, c'est un petit peu frustrant pour nous, mais sur l'éducation de base, on n'a pas encore trouvé peut-être l'équation dans laquelle on pourrait s'inscrire. Probablement parce que on est encore sur un schéma qui reste basé sur public, sur des modèles relativement traditionnels de fonctionnement. Dès lors que l'on imagine des modèles privés d'accès à l'éducation, le ministre l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on arrive à rendre compatible à la fois les enjeux de rentabilité et puis d'accès à un service qui est un droit, comme le disait tout à l'heure. Et vous, il faut qu'il y ait quand même un minimum de rentabilité. Voilà, il faut qu'il y ait de la rentabilité, ne serait-ce que pour assurer la pérennité. La rentabilité n'est pas en soi un objectif absolu, mais est un moyen pour assurer au moins la pérennité. C'est pas seulement la rentabilité pour la rentabilité, c'est aussi faire que le secteur privé et les entrepreneurs sociaux avec lesquels on travaille s'approprient aussi ces enjeux. Alors parlez-nous du projet là sur lequel vous êtes en ce moment au Cameroun. Au Cameroun, on a investi aux côtés d'un entrepreneur camerounais dans une société qui s'appelle ITG, qui est une SS2I qui existe depuis 5-6 ans au Cameroun. Une SS2I, on va peut-être préciser ce que c'est. Société de services informatiques. Donc leur métier, c'est de développer effectivement une PME qui fait des services informatiques au Cameroun. Voilà. Pour des grands groupes, localement. Et elle a une difficulté d'accès à du personnel, à recruter du personnel bien formé, alors qu'à Yaoundé, il y a une université polytechnique qui forme des ingénieurs informatiques de bon niveau. Sauf que l'université manque de moyens de formation pratique, donc ils ont une formation théorique qui est excellente et tout à fait pertinente, mais ils n'ont pas d'outils de travaux pratiques finalement. Donc cette société nous a sollicité pour investir dans une plateforme qui leur est utile également pour travailler pour leurs clients, mais également qui devient une plateforme de tests, d'expérimentation, de travaux pratiques pour les étudiants. Donc cette plateforme est ouverte aux étudiants de l'université de Yaoundé dans le cadre d'un accord avec l'université. C'est comme un laboratoire de travaux pratiques, mais qui n'est plus dans l'université, qui est dans une entreprise. C'est exactement ça. Et l'entreprise y trouve un intérêt très direct, qui est le fait de pouvoir participer à la formation de ces jeunes, et du coup, probablement, d'y recruter des futurs collaborateurs. Oui, parce que c'est pas que de la philanthropie, quand même. Mais exactement, ce n'est pas que de la philanthropie. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de se dire, il y avait peut-être d'autres moyens de recruter pour cette entreprise. Il pourrait très bien imaginer de se dire, au lieu de mettre 1 million d'euros dans ce laboratoire, eh bien, je vais recruter des gens bien formés, ou je vais essayer de les faire venir au Cameroun. Non, l'idée, c'est de réfléchir à la manière de développer localement des compétences en s'associant avec le monde universitaire. Qu'est-ce que vous financez, vous, dans ces cas-là, avec votre fonds d'investissement ? Dans ce cas concret, on finance effectivement une partie importante de ce laboratoire. C'est ce qui a motivé notre investissement, au-delà de la qualité de l'entrepreneur et la qualité du projet. C'était vraiment le sujet sur lequel on nous proposait d'investir, ce laboratoire de formation. Jean-Claude Balmès, que vous inspire ce genre de projet ? C'est une formule gagnant-gagnant extraordinaire. Enfin, on a partout un problème majeur qui est celui de la professionnalisation des formations, notamment dans l'enseignement supérieur. On ne peut pas sortir des formations purement universitaires et théoriques sans un lien très fort avec l'entreprise, et que l'entreprise accueille des étudiants dans leurs propres locaux, dans leurs propres activités. C'est effectivement une solution extrêmement intéressante. Karim Sy ? Il faut qu'il y ait un développement de nouveaux types d'entrepreneurs. Je pense qu'on a tendance à stigmatiser le fait de faire du profit et d'être dans le privé. Je pense qu'il est important qu'on ait un nouveau type de privé, un entrepreneur responsable. Et nous, c'est une orientation très forte qu'on a à Jocolab, de dire que les entrepreneurs doivent aujourd'hui s'occuper et s'intéresser aux problématiques de leur communauté et s'y impliquer, que ce soit au niveau local et au niveau global. Typiquement, un problème comme l'écologie est un problème qui touche tout le monde au niveau global, et donc même si on s'en inquiète pas, il va nous rejoindre sur le plan local. De l'autre côté, justement, à travers des approches comme ça, qui sont très simples, finalement, quand on regarde, un changement de perspective tout juste, on voit que, voilà, on peut construire quelque chose qui fait que, dans la société dans laquelle on s'insère, on arrive à recréer du lien social et à recréer quelque chose de positif et de vertueux pour tout le monde. Et qui est aussi bien positif pour l'entreprise que pour la communauté qui l'entoure. Mais alors, est-ce que ça, par exemple, l'expérience que vous financez, Pierre Carpentier, au Cameroun, donc cette PME qui vend des services informatiques et puis qui permet à des étudiants de l'école polytechnique de Yaoundé de venir travailler comme dans un laboratoire de nouvelles technologies dans cette SS2I, est-ce que ce sont les nouvelles technologies qui donnent l'envie, l'imagination aussi de travailler de cette façon-là ? Oui, il me semble.
Il y a un autre exemple d'entreprise dans laquelle on investit au Mali qui s'appelle Trenis, qui est une entreprise qui elle fait de la formation professionnelle. Aujourd'hui, il développe une dizaine de modules de formation sur la gestion de projet, sur les enjeux plus financiers de gestion d'entreprise, etc. Mais aujourd'hui, leur modèle va pouvoir se développer, s'accélérer dans son déploiement grâce aux nouvelles technologies, puisque on travaille aujourd'hui, enfin l'entreprise travaille aujourd'hui avec notre soutien en partie à développer des formations multimédia où on pourrait imaginer d'avoir des élèves étudiants dans plusieurs sites, dans plusieurs capitales africaines qui se retrouvent en ligne à un certain moment. Ça se fait déjà. Ceci dit, il y a déjà des systèmes avec de la visioconférence, etc. Des cadres qui viennent, qui se retrouvent virtuellement d'une capitale africaine à l'autre pour se former en banque, finance ou que sais-je. Il y a deux choses, c'est-à-dire aujourd'hui la nouvelle économie qui est en train de se créer devant nous, sa dorsale, ce sont les technologies de l'information. Je pense que c'est aussi ça l'enjeu derrière les technologies de l'information et l'éducation, c'est-à-dire de permettre aux gens de s'approprier la technologie dans tous les domaines de la vie, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on voit. La radio elle est numérique, la télé est en train de passer au numérique, d'ailleurs l'IUT a donné 2015, le téléphone est numérique, etc., etc. Tous les objets quotidiens de notre vie sont en train d'être dans le numérique. Donc aujourd'hui la dorsale c'est le numérique avec une nouvelle économie qui se développe. Ce qu'on ne voit pas, c'est que cette nouvelle économie d'Internet a été développée dans la culture du logiciel libre. Ce sont des logiciels où le code source est ouvert. C'est sers-toi et en même temps fais référence à qui tu l'as fait et redonne à César ce qui appartient à César. Et apporte quelque chose, apporte toi-même à la communauté. Voilà, donc c'est le rendez-vous du donner et du recevoir, dirait Senghor. Et j'aime bien retrouver ça. Et il faut qu'on arrive à cette logique-là où on est dans une logique gagnant-gagnant. Et donc on voit bien tous les impacts que ça peut avoir, aussi bien au niveau organisationnel, où on est donc dans des logiques où on a des communautés qui s'entraident entre elles, que ce soit pour faire du développement, que ce soit pour justement contribuer sur le développement d'un logiciel ou d'autres technologies d'ailleurs, puisque maintenant on est en train de voir cette culture-là dépasser le cadre de stricto sensu des technologies de l'information et des développements logiciels. Ce qui fait que Jocolab, contrairement à ce qu'on croit, par exemple, on n'est pas uniquement dans le logiciel. Et c'est assez intéressant parce que tout le monde nous ramène au logiciel et aux technologies de l'info, mais on s'intéresse par exemple à des technologies de production de matériel d'agriculture, par exemple, développées avec le même mode de pensée que l'open source. L'open écologie, ce sont des machineries d'agriculture qui sont dans le domaine public et donc les gens peuvent se l'approprier, avoir les plans pour les fabriquer eux-mêmes. Un peu comme le four à pain qui est collectif, quoi, finalement. Non, un peu comme le plan du four à pain qui est collectif et que les gens prennent pour fabriquer leur four à pain chez eux. Et là, ça change tout. Vous voyez, le prix est différent, la logique de distribution est différente, etc. Et on voit bien qu'on est vraiment une nouvelle façon de penser, de fonctionner. On est carrément dans une rupture. J'étais dans une rencontre à Rennes récemment. Ces équipements commencent à être touchables à partir de 2 3 000, 5 000 euros. Et là, on parle de machines de découpe laser, on parle de machines fraiseuses, on parle de machines de production 3D, donc de prototypage, etc. On n'a pas encore le traitement du matériel métallique, mais ça va arriver. Donc vous voyez bien que là, on est carrément dans autre chose. On est aussi dans d'autres nouveaux espaces d'apprentissage. Et donc de professionnalisation et de partage de connaissances. Et de partage de connaissances. Et c'est plus une relation professeur-élève. Jean-Claude Balmès, on arrive bientôt au terme de cette émission. Qu'est-ce que ces ateliers de discussion organisés par l'AFD finalement ont mis en lumière? Quelles sont les conclusions et vers quoi se dirige-t-on aujourd'hui pour ne pas répéter les erreurs du passé où on s'est beaucoup focalisé finalement sur les outils, sur les machines elles-mêmes, sans très bien savoir ce qu'on allait en faire et ce qu'on allait mettre dedans? Petite précision, donc le séminaire de la semaine dernière a donc été co-organisé, donc pas 4 partenaires. L'AFD était l'un des partenaires, mais il y avait aussi l'Agence universelle de la francophonie, la société Orange, donc l'opérateur de téléphonie mobile, et puis une fondation, la fondation World Wide Web. Donc ça, c'est aussi une illustration de ce type de relation, de ce type de partenariat, de ce type d'échange. Ça faisait public-privé associatif. Voilà, donc c'est bien l'idée. Et je pense que c'est peut-être le point principal dans ce séminaire. Ça vient d'être très largement évoqué par Karim dans ses propos. C'est déjà d'accompagner cette dynamique extraordinaire qui est en train d'émerger ici ou là. Donc il y a toute une communauté
de développeurs, d'entrepreneurs qui est en train d'émerger. Il faut pouvoir les aider par tous les moyens. Il faut aussi que la puissance publique joue son rôle. Donc là, il y a tout un travail aussi de mobilisation des administrations publiques. Il y a souvent là, peut-être dans un certain nombre de cas, un certain retard. Et de bien montrer les projets qui marchent. Exactement, des cloisonnements. Donc ça, c'est vraiment les points tout à fait importants. Merci à tous les trois, Karim Sy de Jocolabs, Pierre Carpentier, directeur de Investisseurs et Partenaires, et Jean-Claude Balmès, donc de l'Agence française de développement. Pour toutes vos réactions, les voisins, les voisines, notre adresse électronique 7milliards@rfi.fr ou bien sûr la page Facebook pour dialoguer à plusieurs. Dans quelques instants, ce sera la chronique d'Amélie Lignard, les infos pratiques de l'éducation. You're way back when, before I started rapping with Tuck, it was you and I hanging at the back of the bus. We had blunt raps packing with bugs, but you swapped them for those white lines, racking them up. Whatever happened to us? We never dreamed of going platinum with plush leather seats in the Jeeps. Yeah, the shit it didn't matter to us. We were happy with the pack of the darts. Still your old man's car, steady having a laugh. Times change, you chose to go the corporate route. It's awkward now, we ain't got shit to talk about. You wanted to get paid, kid, go ahead, do it. You thought it was stupid how we chose to make music, but now the fans lose it. You finally understand that despite never seeing you, you're still my brother, man. It'll stay that way until the end of time. Shit, and you're the reason that I sketched this rhyme. I got low. Hey, how you doing? How you been? Shouldn't be this hard to say what I mean. I've been doing okay. I've been doing my thing. Been going my way, been chasing the train. The only constant from the offset. When shit gets switched up, it pays to know the concept. Loathe the prospect to accept it for what it is. When tension is prominent, you best wanna ponder this. Often, friendship drifts in the opposite direction, the positive, unless you acknowledge it. Take steps to honor it, shit. I remember us as just a couple wretched, snotty kids. In our younger days, used to jump a train, underlay. If a guard come, run away. When you come of age, some things can't stay the same. It's safe to say you became a hard mate to face. And I ain't dissing your worldview, I happen to understand it. But hell, you can catch me standing on that other planet as well. Damn to yourself, bitch about my music. This verse is for you, even if you never listen to it. Hey, how you doing? How you been? Shouldn't be this hard to say what I mean. I've been doing okay, I've been doing my thing. Been going my way, been chasing the train. Amélie Lignard, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous dites comment faire pour repérer, puis surtout pour éviter les arnaques à la fausse bourse d'études qui sont toujours plus nombreuses sur Internet. Et c'est vrai que c'est extrêmement utile de redonner de nouveaux conseils pour nos auditeurs. Tout à fait. Sachez que les escrocs créent sans cesse de nouvelles techniques pour vous extorquer de l'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils utilisent quand même tous plus ou moins les mêmes ficelles. Vous pouvez donc éviter leurs pièges en restant vigilant. La première règle, qui est vraiment indiscutable, on ne vous demandera jamais de payer, d'avancer de l'argent pour recevoir une bourse d'études. Bien au contraire, le but d'une bourse, c'est de vous apporter une aide financière. Donc si on vous demande d'avancer de l'argent pour toucher une bourse, n'hésitez pas, fuyez, c'est forcément une arnaque. Il ne peut pas y avoir donc de frais de dossier pour une bourse d'études. Non, c'est pas possible. Bon. Première forme d'arnaque qui est très répandue, Amélie, c'est ce qu'on appelle l'email providentiel. C'est ça, alors vous n'avez rien demandé, et puis vous recevez, comme par miracle, un email qui vous promet une bourse d'études. Parfois même, on vous dit que vous avez gagné cette bourse par tirage au sort. C'est formidable. Évidemment, c'est totalement impossible. Les bourses attirent toujours de nombreux candidats. Elles sont donc distribuées après des processus de sélection vraiment très rigoureux. Vous ne pourrez donc pas obtenir une bourse si vous ne l'avez pas demandé vous-même, si vous n'avez pas déposé, constitué tout un dossier de candidature. En général, d'ailleurs, ça Dieu prend sait qu'il est compliqué. C'est voilà, d'ailleurs l'objet de vos chroniques. Papier. Alors, faites attention. Certaines arnaques sont quand même très bien ficelées. C'est-à-dire que les escrocs vont utiliser le nom de vraies bourses d'études, mais en donnant de fausses adresses email. C'est-à-dire que si vous envoyez un mail, là, on va vous demander de l'argent. Par exemple, il y en a un qui circule en ce moment où on vous promet une bourse de la Confédération suisse et on vous dit d'écrire à une adresse mail Yahoo. C'est évidemment un faux. C'est d'ailleurs très facile à vérifier, que ce soit pour des fausses bourses de la Confédération suisse ou d'autres institutions. Il suffit d'aller sur le site des organismes officiels. Là, vous verrez qu'il y a un appel d'offres, effectivement, pour une bourse
bourse ou pas. Et vous verrez surtout que tous ces organismes ont des adresses email propres. Donc par exemple, si c'est à l'UNESCO, ce sera une adresse @unesco.org, ce genre de choses. Autre type d'arnaque très courant, de soi-disant courtiers en bourse d'études vous promettent de vous trouver une bourse moyennant paiement. Vous devez payer 50 ou 100 $ pour frais de recherche. Voilà, et en fait, vous ne recevrez qu'une liste de sites internet que vous auriez aussi bien pu trouver vous-même grâce à des moteurs de recherche, en tapant dans Google bourse d'études. De vraies offres de bourse peut-être, mais qui ne seront absolument pas ciblées en fonction de votre profil ou qui seront périmées. Pire, la plupart du temps, vous ne recevrez rien du tout. Vous n'arriverez d'ailleurs plus jamais à joindre les gens à qui vous avez envoyé de l'argent. Et puis ces sites prétendent souvent d'ailleurs qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de bons résultats scolaires pour décrocher une bourse. Bon, là aussi, évidemment, c'est complètement faux. Vous savez que donc pour les vraies bourses, il y a toujours un appel à candidature officielle. On le redit, c'est accessible sur le site à tout officiel, le monde, en plus. Sur un site officiel, avec des critères de sélection qui sont précis, qui sont clairement définis. Et puis, il y a beaucoup de compétition. En fait, pour obtenir une bourse d'études, Amélie, c'est à vous donc de mener vos recherches. Et là, il ne faut pas céder à la tentation de la facilité. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur des sites internet qui sont totalement gratuits, qui recensent des offres de bourses d'études. Vous avez par exemple scholarship-positions.com, excelafrica.com, studyportals.eu ou encore jeunesse.francophonie.org, c'est le portail de l'Organisation internationale de la francophonie. Il faut que vous preniez le temps de fouiller pour trouver les offres de bourse qui vous correspondent, mais vraiment le jeu en vaut la chandelle. Par ailleurs, n'oubliez pas que les plus gros bailleurs de fonds en matière de bourse d'études, ce sont les grandes institutions internationales, donc ça peut être l'UNESCO, la francophonie, la Banque mondiale, etc. Et puis aussi les États. Donc la première chose à faire, si vous voulez obtenir une bourse d'études, c'est de commencer par aller frapper aux portes des représentations de ces institutions dans votre pays ou aux ambassades étrangères dans votre pays. Vous pouvez donc retrouver toutes ces informations pratiques et surtout les liens vers les sites internet que vous venez de citer, qui sont ô combien précieux. Comme chaque semaine, tout est noté sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Et ça n'est pas une arnaque. Merci beaucoup, Amélie Niard. Quant à nous, on se retrouve lundi, même heure, même endroit. 7 milliards de voisins sera consacré aux États-Unis, les minorités ethniques, la révolution démographique en marche.